Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue ma vidéo sur le burn-out académique, sur l'épuisement académique. J'ai publié hier un premier épisode sur les raisons, les choses qui pouvaient expliquer pourquoi le burn-out académique n'est pas le burn-out tout court. J'ai tenté de dégager quelques pistes, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder avant de visualiser celle-ci. Je vais vous mettre le lien juste là, il y aura juste à cliquer dessus. Alors, aujourd'hui, ce que je veux, c'est poursuivre un petit peu cette discussion en essayant de vous apporter des pistes de réflexion sur quoi faire. Comment prévenir cette situation, quoi faire si ça arrive, quels sont les mécanismes en fait précis qui peuvent se produire dans votre situation, même si j'imagine combien les situations sont différentes et je sais que ce que moi j'ai appris de mon expérience de ça ne va pas être universel par rapport au monde des doctorants. Voilà, je vais essayer en tout cas de dégager 3 axes pour apporter quelques solutions et un petit peu d'aide si vous rencontrez des difficultés importantes en ce moment. La première chose, à mon avis, à laquelle il faut essayer de faire attention, c'est de bien s'entourer. Alors, je sais que bien s'entourer, ça a l'air facile, mais en fait, c'est pas facile de bien s'entourer. Bien s'entourer, ça veut pas dire être bien entouré en termes de quantité. Bien s'entourer, c'est essayer d'avoir un maximum d'interlocuteurs dans notre entourage qui va comprendre nos problèmes, notre situation surtout, en particulier. Alors, ça peut être des chercheurs, des personnes qui vont être issues du monde académique. Ça peut être des amis qui sont en dehors de ce champ-là. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de rompre avec cette idée qu'il faut absolument faire bonne figure, que ce soit à l'université ou à la maison. Je pense que vous avez le droit en fait d'exprimer ce qui se passe, d'exprimer des difficultés. Moi je me souviens très bien à l'époque que j'étais avec un conjoint qui ne comprenait pas du tout les enjeux du doctorat pour moi et qui s'en cachait en fait un peu parce que son père était professeur des universités mais dans un domaine qui avait rien à voir. Il passait son temps, d'ailleurs son père, à me dire qu'en gros l'histoire de l'art ça servait pas à grand chose, lui il était en marketing, et tout ça, ça me tapait un peu sur les nerfs, mais je m'en rendais pas compte parce que je voulais que mon couple fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que parfois on veut que ça marche sur d'autres plans, et du coup on a tendance à faire bonne figure, ou en tout cas à éviter certains aspects des problèmes qu'on rencontre dans la sphère la plus privée et la plus proche de soi, à la maison en particulier. Donc, ne faites pas cette erreur, et si vous êtes avec un conjoint qui n'est pas forcément compréhensif, ou qui en tout cas va faire semblant de l'être, ou qui va essayer de montrer qu'il l'est alors qu'en réalité il est complètement à côté de la plaque, je pense qu'il faut essayer de faire face à ça parce que ça va finir par vraiment vous taper sur les nerfs. Et là, je parle d'une expérience personnelle où j'en pouvais plus. Enfin vraiment, je vivais dans un endroit où tout mon environnement m'était hostile et je n'étais même pas capable de l'identifier parce que je voulais que ma relation fonctionne. Donc, il y a ce genre de relation. Tout est très compliqué en fait. On a l'impression que s'entourer c'est facile et que tout va bien et que socialement ça va, on a quelqu'un, voilà, on essaie d'avancer dans la vie personnelle alors qu'en fait, il y a un tel décalage entre ce qui se passe et ce qui devrait se passer que ça va pas en fait. On nage à contre-courant tout le temps et juste ça, c'est super épuisant. Donc essayez de faire un peu le point, je ne peux que vous inviter à le faire. Je sais que moi, cette relation, elle s'est terminée juste après avoir fini le manuscrit et avant de soutenir ma thèse. C'était vraiment... j'ai compris, mais en un claquement de doigts, ce qui était en train de se passer à cause d'une situation bien précise qui s'est passée. Et là, ça m'est apparu évident en fait. Ça m'est apparu d'une manière très claire. Et donc j'ai tout arrêté et comme je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo il y a longtemps, j'ai complètement tout quitté en fait, hein. J'ai tout quitté et ça m'a permis de rebondir, mais alors ça a été tellement libérateur, j'ai même pas les mots. Ça a été une respiration, une renaissance en fait. Donc voilà, sachez que même si c'est une décision qui peut être difficile à prendre, pour moi en tout cas je l'ai pas vu venir et je l'ai prise un peu sur un coup de tête, mais mon Dieu, je l'ai pas regretté quoi. Donc voilà, déjà il y a ça.
Entourez-vous de personnes qui vous comprennent. Et si elles ne comprennent pas le doctorat en lui-même, puisqu'elles ne sont pas passées par là, eh bien, essayez de passer du temps avec des personnes qui au moins ont les mêmes valeurs que vous et comprennent pourquoi on peut vouloir à ce point quelque chose qui ne nous apporte pas ce que la plupart des gens veulent à ce moment-là de la vie. Ça peut être, construire, etc. Mais je veux dire... avoir à ce point la détermination d'aller dans un projet extrêmement difficile, qu'on sait qu'il va être difficile, mais on y va quand même, et si le conjoint ne comprend pas juste la démarche en elle-même, bah, ça va être compliqué. Donc faites attention si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un en ce moment. Moi j'ai rencontré cette personne pendant le doctorat 2-3 ans avant de soutenir, là, et ça a été... Bref, donc ça c'est pas intéressant, je pense que ça sert à rien de creuser dans ce sens-là, mais c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi par rapport à l'entourage professionnel. Moi je sais qu'il y avait un énorme déséquilibre dans le sens où mes amis étaient des collègues. Mes amis personnels étaient pour la plupart issus du domaine académique, pas forcément des collègues directs avec qui je travaillais au quotidien au laboratoire ou ailleurs, mais c'était des collègues, des personnes qui étaient enseignants-chercheurs, qui étaient professeurs, qui étaient... voilà, donc ça m'a permis de vraiment m'insérer dans le domaine de la recherche avec une aisance que j'aurais jamais eue si j'avais pas été entourée à ce point-là dans le côté perso, enfin dans tout ce qui... Enfin, en soirée ou autre par exemple, ou dans tous les moments où j'étais pas à l'université et que j'étais pas en train de travailler. Mais du coup, ça a déséquilibré beaucoup ma façon de gérer les difficultés parce que le jour où j'ai compris que j'avais des problèmes, bah, j'étais bien embêtée parce que je pouvais pas en parler à ces personnes-là. Et je savais de toute façon qu'elles comprendraient pas. Je les connaissais très bien. Moi, je m'étais intéressée parce que j'essayais de leur poser des questions en fait. Sans parler de mes problèmes, j'essayais de savoir si elles avaient déjà rencontré des problèmes par exemple. Et je voyais que non. Je voyais que, en tout cas, elles n'étaient pas prêtes à m'en parler. Donc, elles seraient pas prêtes à m'aider. Et ça a lentement creusé ma tombe aussi, je pense. Le fait d'avoir trop déséquilibré les choses. Et là, j'en viens à ma deuxième piste de réflexion par rapport à l'épuisement académique et aux solutions auxquelles on peut penser pour essayer de sortir de là. Ce deuxième point, je l'ai développé hier en colloque dans ma communication sur comment réussir sa thèse. J'ai consacré une dernière partie à l'idée que pour réussir sa thèse, il faut absolument prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est pas seulement s'occuper un peu de soi de temps en temps et faire attention de temps en temps, se demander si tout va bien. Prendre soin de soi, c'est se placer au centre de l'expérience doctorale. Ça veut dire qu'il faut pas placer la thèse au centre de votre expérience doctorale. Je sais que la thèse, elle est votre priorité. La thèse, elle est tout le temps dans votre esprit et elle est tout en haut de l'échelle de vos priorités, probablement, enfin, sauf si vous avez des enfants ou ce genre de choses, mais bon, moi c'était pas mon cas, et j'avais la thèse comme enjeu prioritaire. Toute ma vie s'organisait autour de ma thèse, je travaillais sur des jobs alimentaires pour pouvoir payer ma thèse, enfin payer mon quotidien pour travailler sur ma thèse. Tout ce qui est entourage personnel, je viens de le dire, mes amis, toute ma vie était académique, enfin universitaire, c'était vraiment l'endroit où je me sentais bien dans un sens parce que c'était le monde des idées et que tous les moments que je passais en off avec ces personnes-là, j'adorais avoir certaines discussions, j'adorais le niveau de ces discussions et ça c'est quelque chose qui vraiment m'a nourri et m'a porté pendant des années. Mais mon problème, c'est que j'avais placé ma thèse au centre. Si je m'étais placée au centre, j'aurais pas été à ce point-là déséquilibrée et je pense que si vous vous placez au centre, ça vous permet de mieux voir les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que, ce que je développais avant-hier, le fait de mal vivre sa thèse, c'est un indicateur. C'est pas un indicateur de votre réussite. Ça veut dire que si vous vivez mal votre thèse et votre doctorat, c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir votre thèse. En fait, c'est un indicateur qu'on prend mal, qu'on prend peut-être un peu trop au pied de la lettre. Moi, je sais que comme j'étais mal dans ma thèse, j'avais tendance à dire que le problème dans ma vie, c'était ma thèse. Mais en même temps, c'était hors de question de l'arrêter, mais c'était le centre de ma vie et il était hors de question de remettre en question ça, en fait. Pour moi, c'était comme ça. Donc, j'ai vécu avec le fait de mal vivre ma thèse en me disant qu'il fallait que je sois vigilante à la direction que je donnais à mes recherches, etc. Et j'essayais d'arranger ce qui n'allait pas, alors qu'en fait, je l'avais pas identifié ce qui n'allait pas. Si ça va pas dans votre thèse, ça veut pas forcément dire que c'est la thèse le problème. Le problème, c'est que vous êtes certainement décentré par rapport à la thèse et que, en fait, si vous n'allez pas bien, c'est qu'il y a un décalage entre votre expérience de thèse et le reste.
Il y a un décalage. Il y a quelque chose qui est déséquilibré en vous. Donc c'est pas forcément la thèse le problème, le problème il est peut-être ailleurs. Et ça se confronte tout le temps à la thèse que vous avez placée au centre, et donc ça se manifeste au moment où vous êtes en train de penser à la thèse ou d'essayer d'écrire, etc. Donc faites surtout très attention. Placez-vous au centre parce que c'est ça qui va vous permettre de voir d'où vient le déséquilibre. Si vous placez la thèse au milieu, vous n'allez pas l'identifier en fait, vous n'allez pas le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui placent leur thèse au centre au sens où on planque un peu tout ce qui va pas derrière la thèse. C'est-à-dire que, peut-être inconsciemment ou pas, parfois, je sais que moi je l'ai fait parfois consciemment, parfois non. Parfois consciemment, je me disais de toute façon ma priorité c'est la thèse, donc je vais m'occuper de ma thèse et puis le reste on verra bien et je m'en occupe pas et de toute façon je m'en fous. Donc je travaille sur ma thèse. Et puis je fais abstraction du reste et du coup en fait on gère aucun problème en dehors de la thèse puisqu'on estime que c'est moins important et du coup on prend même pas le temps d'y penser. Alors que si on se place au centre, on se rend mieux compte de ce qui va pas, on peut mieux couper le soir, le week-end par exemple, même si la thèse est toujours là, on peut couper plus facilement parce que on sait que ça va, la thèse elle est là, mais il y a aussi le reste en fait. Donc se placer au centre c'est primordial pour identifier les choses et pour pouvoir réagir très rapidement en cas de problème. C'est aussi ce qui va vous permettre de ne pas perdre pied parce que le jour où ça va pas dans la thèse, vous n'allez pas plonger avec elle. Quand vos recherches seront en plein dans l'inconnu, quand vous serez perdu sur tous les résultats que vous pouvez obtenir et qui sont pas clairs et qu'il faut analyser, et il faut tellement tout le temps organiser ses idées pour écrire une thèse que si vous-même vous ne savez pas organiser les choses en vous, déjà en dehors de la thèse, ça va être compliqué et vous risquez de perdre pied. Faites bien attention parce que c'est pas intuitif. Quand on est en doctorat, on a tendance, je pense, intuitivement à placer la thèse au centre de tout pendant des années. Et le problème, c'est le des années. Si ça durait que quelques mois, comme ça peut être le cas en master, ce serait différent. On peut reprendre notre vie après sans problème. Alors qu'en doctorat, ça dure tellement longtemps que le problème va se traîner et va faire boule de neige au bout d'un moment. Et puis ce qui est dangereux aussi avec ça, c'est que au moment où vous allez voir arriver la fin de la thèse, il y a des blocages qui vont arriver, des blocages sérieux, parce qu'en fait, vous ne pouvez plus imaginer votre vie sans la thèse. Forcément, elle est au milieu de votre vie, elle est au centre de tout depuis des années. Comment voulez-vous envisager qu'elle ne soit plus là ? Essayez d'ailleurs d'imaginer, ça peut être une piste de réflexion pour chacun d'entre vous. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que ça vous concerne, alors essayez d'imaginer ce que serait votre vie aujourd'hui sans la thèse. Qu'est-ce qui va se passer quand la thèse sera absente de votre vie? Qu'est-ce qui va repasser au premier plan? Je suis sûre que c'est toujours pas vous. Et si c'est pas vous, il y a peut-être des questions à se poser. Si c'est pas vous, qu'est-ce qui va venir au centre? Qu'est-ce qui va venir en premier? Qu'est-ce qui va vous préoccuper le plus? Comment vous imaginez les choses? Comment vous les envisagez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Et à votre avis, en vous, en fait, qu'est-ce qui va combler la place que la thèse prend aujourd'hui? Pensez-y et puis essayez d'y réfléchir le plus loin possible, le plus longtemps possible, surtout en mode rien, aucune distraction. Essayez juste vraiment de prendre ce temps-là ou de le faire sous la douche ou j'en sais rien. Essayez. La dernière piste de réflexion, entre guillemets, de solution que je pourrais envisager si vous êtes dans un état compliqué, alors il y a deux choses. C'est si vous sentez que les choses commencent à mal se passer. Si vous sentez que vous êtes en train de glisser tout doucement, si vous sentez que ça va pas fort et que c'est quelque chose qui dure, ça fait un moment que ça dure, ou alors c'est cyclique, c'est très cyclique, le burn-out il va se manifester, puis après il va disparaître, puis il va revenir, il va disparaître, jusqu'au jour où ça va complètement vous submerger en fait. Donc si vous en êtes à ce stade où vous sentez que les choses reviennent par moments, par à-coups, puis repartent, puis reviennent, là c'est certainement un point de vigilance à avoir. Faites très attention à ce genre de choses. Pareil, si vous avez des phases où vous êtes hyper actif, des phases, vous savez, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, les phases où on est dans la recherche, on est soit en train d'écrire, soit en train de chercher, mais en tout cas il y a plein de trucs qui font tilt dans notre esprit, genre vraiment comme un feu d'artifice, et on a l'impression qu'on pourrait terminer notre thèse là, dans la soirée, et que ça y est, on a tout, alors là, mais méfiez-vous, vraiment, mais méfiez-vous de ces états-là, parce que c'est un point de vigilance énorme. En fait, c'est un leurre, l'esprit est en train de vous leurrer, c'est un état d'épuisement, ça c'est comme les enfants qui courent partout, lorsqu'ils sont épuisés, ils n'ont pas fait la sieste, et bien vous, c'est un peu pareil. Vous êtes en hyperactivité au moment où vous êtes le plus fatigué.
Donc là, faites attention parce qu'en réalité, franchement, j'en ai vécu plein des moments comme ça et c'est vraiment pas les moments où j'ai eu les meilleures idées, quoi. Et pourtant, j'avais le sentiment que c'était là que j'avais des idées et que tout avait l'air de s'enchaîner, que tout s'embriquait bien et tout, mais en fait, c'était juste une impression, c'était pas le cas en réalité. Donc je tiens vraiment à vous inciter à faire attention à ce genre de petits incidents qui vont pas durer, hein, ça peut durer seulement une soirée, ça peut durer 2-3 heures, ça peut durer 2-3 jours, mais c'est assez court. Et c'est des périodes où derrière, mais il y a un retour de bâton qui est énorme, vous allez être complètement abattu. Vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, ces moments où vous êtes vraiment en hyperactivité, vous écrivez plein de trucs et puis vous avez l'impression que ça y est, vous avez trouvé votre rythme et demain vous allez retravailler aussi fort et peut-être que vous allez même travailler tout le week-end pour en profiter et de toute façon vous sentez l'énergie pour tenir comme ça pendant des semaines. En réalité, souvent, un jour, 2 jours, 3 jours après, vous êtes par terre, vous n'êtes pas bien du tout, vous tombez malade, ça aussi. Si vous tombez malade régulièrement, faites attention à ces moments-là. Souvent, c'est peut-être là qu'il faut couper parce que y a quelque chose qui va pas. C'est pas votre état normal en fait. À tout moment, dès que vous sentez que c'est pas votre état normal, c'est pas votre état habituel, eh bien faites attention parce que là vous êtes peut-être sur un petit point de vigilance qui a son importance. Si vous êtes dans un stade encore plus avancé, c'est-à-dire où vraiment tout ce à quoi vous pensez vous donne envie de pleurer, si vous n'arrivez plus à vous lever le matin, si le matin vous n'arrivez plus à vous mettre au travail, vous traînez pendant des heures sur internet à faire différentes choses, tout sauf la thèse, si vous êtes vraiment dans un état où rien que de penser à la thèse, vous êtes dans le malaise, vous êtes dans le mal-être, vous avez envie de vomir, vous avez envie de pleurer. Là, je pense qu'il faudrait certainement consulter, essayer de voir si vous pouvez consulter quelqu'un. N'attendez pas parce que on a tendance à croire que on va consulter plus tard. On va consulter quand on aura fini la partie, quand on aura fini le chapitre, quand on aura fini telle ou telle période. Comme si le fait de consulter allait révolutionner l'état actuel des choses. En fait, ce ne sera pas le cas. Le fait de consulter, c'est quoi? Vous allez avoir un rendez-vous avec un professionnel, vous allez passer 1 heure avec ce professionnel et vous allez vous poser pour simplement en parler, essayer d'évoquer les difficultés que vous rencontrez parce que c'est plus possible de le faire avec votre entourage ou avec vos collègues. Ou en tout cas, ça vous apporte plus suffisamment d'énergie et de ressources. Donc, vous tournez vers un professionnel, ça va vous permettre déjà de décentrer la thèse et de vous replacer au centre. Mais ça va pas être une révolution, vous allez simplement mettre en place des petits rendez-vous récurrents pendant une période donnée, ça peut être jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin de la thèse, il n'y a aucune honte à avoir par rapport à ça, alors là, pas du tout. Donc dites-vous que ça va vous permettre au contraire de vous rééquilibrer tout doucement, mais c'est pas la peine d'attendre du coup, faites-le dès maintenant, prenez rendez-vous, allez voir, consultez. Vous allez forcément en tirer quelque chose d'assez fort tout de suite, même si ça va pas changer votre quotidien dans le sens où après la séance, vous allez rentrer chez vous, vous allez être à nouveau confronté à votre quotidien. Mais ça va vous permettre de rééquilibrer un petit peu toute la dynamique qui est en ce moment en cours et ça va vous permettre de prendre soin de vous, de prendre ce temps-là pour vous. Vous allez peut-être pouvoir envisager par exemple de méditer, de sortir un tout petit peu plus parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est plus possible et que juste le fait de sortir, ça vous fait peur ou vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de voir quelqu'un, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de rien en fait. À ce moment-là, consulter, ça va forcément vous sortir de cette dynamique parce que vous allez devoir sortir et vous allez devoir parler à quelqu'un. Sauf que ce sera nouveau. Ce sera dans une autre perspective en fait. Donc faites-le. Je ne peux que vous inciter à le faire. Voilà. Et si vous avez des difficultés qui sont vraiment liées à la thèse, des blocages, dites-vous que je suis là aussi, je prends sur consultation, pas du tout pour l'aspect psychologique, mais pour l'aspect thèse. J'ai à ma disposition des outils à vous apporter pour vous permettre d'avancer plus sereinement, de ne pas rester bloqué pendant des semaines sur un point de détail qui vous empêche d'envisager la suite. Si vous avez besoin d'être accompagné par exemple sur la fin de la thèse, évidemment, vous prenez rendez-vous avec moi, il n'y a aucun souci, on en discute et je vous accompagne dans cette période pas forcément simple. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis bon courage et à très bientôt pour la suite de la foire aux questions. Salut!